سكن بين الغرف Bonjour et bienvenue en Méditerranée. Cette semaine, nous recevons Boris Cyrulnik qui nous a accordé une interview exceptionnelle dans laquelle il s'interroge sur les capacités de la Méditerranée à effectuer sa résilience. Et oui, ça existe aussi pour les mers. Il évoque également les terribles migrations auxquelles nous devrons être confrontés d'ici une dizaine d'années si le climat n'a pas changé. Nous allons également retrouver le professeur Olivari qui va nous parler de gaz de schiste et de forage. Et tout de suite, nous rejoignons l'amiral Coustillière qui évoque les conséquences possibles de l'effet croisé des exactions de Daesh et de la guerre israélo-palestinienne. Amiral, dans les semaines qui ont précédé, on a vu la montée des conflits du côté de Daesh, du côté du conflit israélo-palestinien, les intégrismes qui se manifestent de plus en plus aux quatre coins de la planète. Est-ce qu'on ne va pas vers un troisième conflit mondial? Et peut-être peut-on espérer que la Méditerranée joue un peu le rôle de tampon si cela arrivait? Je ne crois pas du tout à l'émergence d'un conflit mondial. Pourquoi ? Parce que d'abord, ces conflits restent malgré tout circonscrits dans un premier temps à une région. Pour ce qui est de son extension dans d'autres régions, ce ne relève pas d'un conflit mondial pour l'instant. Israël, l'affaire est assez dominée par Israël et n'a pas de raison, sauf, comme on le disait tout à l'heure, s'il y avait une expulsion des Palestiniens, mais je ne crois pas que les Israéliens aillent jusque-là, et Israël est quand même assez lié à la communauté internationale et ne prendra pas ce genre de risque. Quant à Daesh, je suis convaincu que nous sommes dans la période de la crise où enfin États-Unis, Occidentaux, Iran, Russes ont compris qu'ils ne pouvaient pas laisser la situation se dégrader, qu'il fallait qu'ils rapprochent leur point de vue pour agir. Et face à cette concertation, je crois que l'affaire va pouvoir se résoudre sans prendre l'ampleur dont vous parlez. Alors, est-ce que la Méditerranée est un paravent, enfin une protection contre ce conflit? Non, je ne crois pas que la Méditerranée soit une protection. En revanche, il est certain que tant qu'on laissera la Méditerranée se dégrader, tant sur le plan économique, culturel, éducatif, social, elle constituera un danger, mais pas mondial, mais un danger pour l'Europe, ça c'est vrai. La Méditerranée doit être prise en considération de façon sérieuse, pour éviter que les pays du Sud continuent à se dégrader et qu'on ait cette espèce de fossé entre ce qu'est le niveau de vie dans le Sud et l'Est de la Méditerranée et ce qu'est le niveau de vie au Nord. Donc ça, oui, il faut s'en occuper parce que c'est porteur de troubles chez nous, c'est évident. Pour autant, ça ne conduira pas à une guerre mondiale. Passons maintenant au gaz de schiste et plus particulièrement aux risques qui seraient les nôtres en cas de réactivation de demandes d'exploitation qui, pour le moment, sont en sommeil. Ne risque-t-il pas de revenir à la une de l'actualité dans les années qui viennent, que ce soit la gauche ou la droite qui soit au pouvoir? Alors, Georges Olivari, vous qui êtes hydrogéologue, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si c'est trop un problème de gauche ou un problème de droite, c'est un problème de cette recherche permanente de l'indépendance énergétique qui est apparue dès le premier choc pétrolier où on s'est aperçu qu'on était extrêmement fragile parce qu'on était dépendant. Et donc chacun essaye de trouver ses propres ressources pour continuer cette société qui est quand même la société du pétrole. Maud Fontenoy, qui passe pour une écologiste, dit qu'il n'y a pas de risque particulier à extraire des gaz de schiste. Qu'en pensez-vous? Mais je pense que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, comme les films dans Gasland 1 et 2 l'ont montré, il est difficile de dire qu'il n'y a pas de risque
De toute manière, d'une manière très claire, il n'y a aucune opération industrielle qui peut dire qu'elle a zéro risque. Voilà une certitude. Alors, comment arriver justement à cette indépendance énergétique sans passer par les gaz de schiste, par exemple? Eh bien, par les changements que l'on met à l'heure actuelle dans tout ce qui est les nouvelles ressources énergétiques. Et puis surtout par une sobriété de notre société en termes de consommation énergétique. Et il semblerait que le Var fait partie des lieux où les appétits s'aiguisent en matière de recherche. Ils s'aiguisent comme dans tout ce qu'on appelle les bassins sédimentaires, c'est-à-dire des bassins où se sont déposés des matériaux et où les roches n'ont pas subi de très forte pression, parce que si elles subissent de très forte pression, le gaz s'échappe. Vous n'allez jamais trouver dans le massif des Morts, qui est un massif qui a subi énormément de pression, on appelle ça du métamorphisme de température, vous n'allez jamais trouver de gaz. Vous allez le trouver dans ce qu'on appelle les bassins sédimentaires. Et ces bassins sédimentaires, ils ont une autre importance pour nous, parce que au-dessus de ces bassins où il est susceptible d'y avoir des gaz à effet de schiste, on a ces grands réservoirs calcaires qui ont une importance majeure pour notre devenir à l'heure actuelle, mais aussi pour notre devenir dans le changement climatique. Ce sont des réservoirs qui se chargent de cette eau qui tombe en abondance en période hivernale et automnale et qui nous restitue en été. Alors que faire? Alors que faire? Il y a ce qu'on appelle la transition énergétique qu'il faut mettre en place d'une manière extrêmement volontaire. Et puis, je le répète encore une fois, tout ce qui fait partie de la sobriété, que ce soit dans la gestion de l'eau ou dans la gestion de l'énergie, est un élément d'une responsabilité à la fois individuelle et collective. Mais peut-on se priver, entre guillemets, des lobbies pétroliers et autres qui manipulent? On pourrait bien s'en priver, hein. Ce serait un véritable plaisir. Mais ils ont un tel poids dans la société qu'il est très très difficile de la faire évoluer. Donc c'est à nos élus de se manifester et de faire du contre-lobbying. C'est aux élus, c'est aux citoyens, c'est au collectif de citoyens. C'est le collectif de citoyens qui s'est manifesté d'une manière extrêmement forte et qui a mené à cette prise en compte, pour le moment, d'un blocage de tous ces projets. Donc vous êtes plus pro Ralph Nader et consumérisme que politique? Je pense que les deux vont ensemble. On est dans une société où le citoyen doit participer d'une manière très claire à la démocratie. Je rappelle qu'on parle de démocratie participative, mais la démocratie participative, c'est un pléonasme. La démocratie, c'est forcément participer. Mais pour participer, eh bien, il faut être éduqué. Éduqué comment? Éduqué du point de vue scientifique, c'est-à-dire voilà les faits, à vous approprier ces connaissances et à vous positionner par rapport à ces éléments-là. Moi, je ne suis pas un prêcheur, je suis un éducateur. Cette semaine, nous recevons Boris Cyrulnik qui nous a accordé une interview exceptionnelle dans laquelle il s'interroge sur les capacités de la Méditerranée à effectuer sa résilience. Vous qui êtes éthologue, psychiatre, sociologue, voyageur, ça représente quoi pour vous la Méditerranée? Ça représente la naissance de la culture, avec tout ce qu'elle a de merveilleux, donc de tragique. C'est-à-dire que c'est de la Méditerranée que sont parties toute la grande humanisation. C'est parti, l'hominisation est partie de l'Afrique, et l'humanisation est partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, voilà, c'est parti de ces territoires-là, qui étaient certainement plus verts qu'aujourd'hui, et où les hommes commençaient à penser la manière de vivre ensemble, de faire du social. Comment va-t-on, quelles sont les lois qui vont nous permettre de vivre ensemble? La technique, l'écriture est partie de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Irak. Le Dieu est parti de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc l'humanisation est partie, avec ce qu'elle a aussi de tragique, c'est-à-dire dès l'instant où on a une technique, on en profite pour écraser celui qui n'a pas cette technique. Dès l'instant où on a une représentation pour vivre ensemble, on en profite pour mépriser celui qui n'a pas la même représentation que nous. Donc toute la merveille humaine et l'horreur humaine sont parties de la Méditerranée. Et j'ai bien l'impression que ça continue, dans la mesure où
aujourd'hui, il y a des pays merveilleux autour de la Méditerranée, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Maghreb. Il y a des pays, le Beyrouth, le Liban, il y a des pays merveilleux, la Palestine, il y a des pays merveilleux autour de la Méditerranée. Et les hommes s'infligent des souffrances terribles alors qu'ils sont capables de faire des cultures extraordinaires. Est-ce que vous croyez que la Méditerranée est malade ou qu'elle est en train de faire sa mue? Alors, sur le plan résilience des mers, la Méditerranée est très malade. C'est-à-dire qu'à Toulon, il y a Ifremer, il y a à l'université à Toulon, il y a parmi les chercheurs les plus pointus sur la résilience maritime et la résilience des poissons. C'est-à-dire que la résilience est une définition générale de la vie, du monde vivant. Quand un traumatisme déchire le monde vivant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste mort? Est-ce que la mer va devenir morte? Est-ce que la mer Méditerranée va être empoisonnée par le plastique et par les substances chimiques? Ou est-ce qu'elle va se remettre à vivre? Quand le Cap Sicié a brûlé dans les années 70, quand le Cap Sicié a brûlé, les géographes, les agronomes se sont posé la question de la résilience des sols. Un sol est dit résilient quand, après une inondation ou un incendie comme au Cap Sicié, la vie reprend, mais pas comme avant. La faune et la flore sont changées. Donc la vie est possible, mais c'est plus la même. Même raisonnement en psychologie, après un traumatisme, la vie reprend, mais c'est plus la même, c'est une autre manière de vivre, parfois bien. Si la vie ne reprend pas, il n'y a pas de résilience, des sols ne sont pas résilients, et actuellement, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a de plus en plus de sols qui ne sont pas résilients. Le sud de l'Espagne est de moins en moins résilient, la sécheresse arrive et va provoquer des migrations terrifiantes dans les 10 ans qui viennent. Donc la résilience maritime est en question. Les poissons de surface, il n'y en a pratiquement plus. Il faut que les pêcheurs aillent de plus en plus profond pour nous rapporter des poissons à manger. Et on est en train d'empoisonner cette source de la vie. Donc, est-ce que la Méditerranée est résiliente? Pour l'instant, elle est malade. Et si on ne fait rien, il n'est pas sûr qu'elle soit résiliente. C'est-à-dire qu'elle va se transformer en mer morte? Elle va se transformer en mer empoisonnée, comme c'est déjà arrivé. Le Sahara a été une mer, maintenant c'est un désert. Donc c'est déjà arrivé. La mer morte en Israël est en train de se sécher. Le sud de l'Espagne est sec. À Barcelone, s'il n'y avait pas eu une noria de bateaux pour apporter de l'eau aux Catalans, il y aurait eu une tragédie humaine due à la sécheresse. Les Espagnols ont rapidement réglé le problème, mais il va se reposer. Il se repose dès maintenant, dès aujourd'hui. Donc on est à un moment critique de la vie autour de la Méditerranée. Comment agir? Il faudrait que les politiciens décident. Et les politiciens ont décidé de ne rien décider parce qu'ils veulent être réélus. Donc ils sacrifient la condition humaine autour de la Méditerranée pour être à nouveau réélus. Mais ils seront élus avec des peuples en train de mourir. Ils seront réélus. Mais ils auront condamné ces peuples à la mort. Donc je pense que les Chinois, qui étaient les grands pollueurs, ont décidé politiquement des méthodes drastiques pour purifier l'air. En quelques mois, ils ont amélioré le problème, beaucoup. Donc tant que nos politiciens ne feront pas ça, on va laisser pourrir la Méditerranée. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Nous allons nous quitter comme d'habitude avec un peu de musique, et cette fois-ci c'est Claude Debussy qui nous entraîne en mer.